Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Soyez les bienvenus à cette visioconférence Wavestone relative à la publication du chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2022-2023. Pour démarrer, veuillez nous excuser pour ces quelques minutes de retard. Et tout de suite, pour commenter le chiffre d'affaires et les éléments marquants du trimestre, les personnes qui vont intervenir ce soir sont Pascal Imbert, cofondateur et président directeur général de Wavestone. Bonsoir Pascal. Bonsoir Justine, bonsoir à tous. Et Laurent Stoupy, directeur financier de Wavestone. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous, bonsoir Justine. Pour le bon déroulement de cette conférence, nous vous demandons d'éteindre vos webcams et de veiller à ce que vos micros soient bien désactivés. Vous aurez la possibilité de les réactiver à l'occasion de la séance de questions-réponses. Je passe sans plus attendre la parole à Laurent Stoupy. Laurent, c'est à toi. Merci Justine. Je vous propose de commencer par l'activité de Wavestone au deuxième trimestre de son exercice 2022-2023. Sur cette période, le chiffre d'affaires s'est établi à 115,1 millions d'euros, en progression de 12% par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent. À périmètre et à change constant, la croissance organique s'est élevée à 5%. Pour rappel, sont exclus du périmètre constant les acquisitions réalisées depuis le 1er avril 2021, c'est-à-dire Everest Group Consulting, Y-Innovation, New Vantage Partners, Nomadeis et Pet Partnership. En ce qui concerne Coeus Consulting, il sera consolidé à partir du 1er octobre. Par ailleurs, l'effet jour au deuxième trimestre a été défavorable et s'est élevé à moins 1,4%. Au final, sur l'ensemble du premier semestre 2022-2023, le chiffre d'affaires est en croissance de 9% pour atteindre 237,1 millions d'euros. À périmètre échange constant, la croissance s'établit à 4%. Le taux d'activité a reculé au deuxième trimestre sous l'effet des nombreuses arrivées de nouveaux collaborateurs au mois de septembre. Sur l'ensemble du semestre, le taux d'activité s'établit à 75%, conforme au niveau normatif du cabinet, contre 77% sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022. En ce qui concerne les prix, la dynamique positive s'est poursuivie au deuxième trimestre. Ainsi, sur l'ensemble du semestre, le taux journalier moyen s'est établi à 880 €, en croissance de 3%, par rapport aux 854 € constatés sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022. À taux de change constant, le taux journalier moyen s'établit à 872 € et progresse de 2%. Le rythme de prise de commande s'est maintenu au cours de l'été et à la rentrée. Le carnet de commandes s'établit ainsi à 3,7 mois à fin septembre, contre 4,2 mois à fin juin et 4,3 mois à fin mars. Ce recul provient essentiellement de la progression de nos effectifs anticipés pour le troisième trimestre de l'exercice. En ce qui concerne les ressources humaines, le rythme de recrutement est resté soutenu tout au long du semestre. Nous sommes en ligne avec notre plan de marche annuel qui vise pour mémoire le recrutement de plus de 1000 collaborateurs sur l'exercice 2022-2023. Le turnover, quant à lui, est resté élevé. Il s'établit sur 12 mois glissants à 19% à fin septembre 2022, contre 19% au 30 juin et 18% au 31 mars. Au final, l'effectif de Wavestone a progressé de 132 personnes sur le semestre pour atteindre 3864 collaborateurs au 30 septembre 2022. Je laisse maintenant la parole à Pascal. Merci Laurent. Au-delà des chiffres du trimestre, la communication de ce soir est l'occasion de revenir sur les deux acquisitions que nous avons récemment réalisées au Royaume-Uni. Tout d'abord, Penn Partnership, un cabinet de conseil spécialisé dans les projets de transformation opérationnelle et digitale pour des clients des services financiers et de l'industrie pharmaceutique. Puis Coeus Consulting, un cabinet de conseil spécialisé en stratégie IT qui conseille des grandes entreprises au Royaume-Uni, mais également en Europe, dans des secteurs tels que l'industrie, l'énergie et les utilities, la distribution et les biens de consommation. La fusion des trois équipes, Wavestone UK, Penn Partnership et Coeus Consulting, renforce sensiblement notre position au Royaume-Uni et ouvre de nouvelles perspectives de développement. En effet, la combinaison des compétences business, digital et cybersécurité présentes au sein des équipes réunies nous permet d'offrir à nos clients une proposition de valeur élargie afin de mieux adresser leurs grands projets de transformation. Après ces acquisitions, notre ambition est de devenir un acteur majeur du conseil au Royaume-Uni. Pour compléter votre information, quelques chiffres sur ces acquisitions.
En ce qui concerne Penn Partnership, la société compte 60 collaborateurs. Elle utilise elle a en plus recours à des consultants indépendants au nombre d'à peu près une quarantaine. Penn Partnership a réalisé au 31 mars 2022 un chiffre d'affaires de 19,6 millions de livres pour une marge d'EBITDA ajustée d'environ 15%. Nous avons acquis 100% du capital de Penn Partnership pour un prix d'acquisition de 22,5 millions de livres en valeur d'entreprise, un prix auquel pourra s'ajouter un complément pouvant aller jusqu'à 7,5 millions de livres, conditionné par la performance du cabinet dans les 18 mois à venir. Penn est consolidé dans les comptes de Wavestone depuis le 1er août 2022. Coeus Consulting compte quant à lui 45 collaborateurs et fait appel en supplément à une dizaine de consultants indépendants. Le chiffre d'affaires annuel estimé de Coeus au 30 septembre 2022 s'élève à 9 millions de livres, avec une rentabilité sensiblement supérieure à celle de Wavestone. Nous avons acquis 100% du capital de Coeus Consulting pour un prix d'acquisition de 17,5 millions de livres en valeur d'entreprise, auquel pourra s'ajouter un complément de prix pouvant aller jusqu'à 3,5 millions de livres, conditionné par la performance de la société pendant les 12 prochains mois. Le cabinet sera consolidé dans les comptes de Wavestone à compter du 1er octobre 2022. Le contexte de marché est resté robuste dans le courant de l'été et à la rentrée, ce qui nous a permis d'enregistrer au deuxième trimestre de l'exercice une croissance du chiffre d'affaires en ligne avec notre plan de marche, soutenue par une prise de commande satisfaisante, tandis que nos prix de vente sont restés bien orientés. Dans la lignée des trimestres précédents, le sujet des ressources humaines reste le point d'attention central. Dans ce domaine, comme nous l'avions annoncé avant l'été, nous avons procédé à des ajustements de notre politique salariale afin de rester parfaitement compétitifs sur le marché. Mais ces ajustements ne dégradent pas pour autant notre équation prix de vente sur salaire grâce à la bonne progression de nos prix depuis le début de l'exercice. Pour le troisième trimestre de l'exercice, la demande semble se maintenir. Elle est toujours portée par les grands projets de transformation digitale, les opérations de fusion-acquisition et les enjeux en matière de cybersécurité, le sujet développement durable générant quant à lui de plus en plus d'opportunités, même si les volumes restent pour l'instant limités. Donc la demande se maintient, mais des premiers signaux de ralentissement se font jour au sein de certains comptes, et particulièrement dans le secteur public et dans le secteur auto, des signaux qui incitent à la vigilance pour le début de l'année 2023. De manière plus chiffrée, nous attendons sur ce premier semestre une rentabilité inférieure à celle du premier semestre 2021-2022, mais cette dernière avait été exceptionnellement élevée du fait de charges opérationnelles qui restaient ralenties par l'épidémie de Covid-19, tandis que nous avons au contraire accéléré cette année nos dépenses en matière de recrutement et de ressources humaines. La marge opérationnelle courante au 30 septembre devrait ainsi s'inscrire à environ 12% contre 14,6% au 30 septembre 2021. Toujours pour le premier semestre, du fait des acquisitions de Nomadeis, Penn Partnership, mais également de Coeus Consulting, qui a été acquis au mois de septembre, et du fait également de la saisonnalité habituelle du cabinet, nous devrions afficher une dette nette d'environ 16 millions d'euros au 30 septembre, contre une trésorerie nette de 60,3 millions d'euros au 31 mars dernier. En ce qui concerne maintenant l'ensemble de l'année 2022-2023, en dépit de la vigilance que j'évoquais quant aux derniers mois de l'exercice, nous confirmons nos objectifs financiers. Pour mémoire, je vous rappelle que ces objectifs financiers sont, en ce qui concerne le chiffre d'affaires, donc un objectif de chiffre d'affaires annuel supérieur à 505 millions d'euros, pour, en ce qui concerne la rentabilité, une marge opérationnelle courante de l'ordre de 15%. Ces objectifs sont exprimés à taux de change constant et ils n'intègrent pas pour l'instant Penn Partnership et Coeus Consulting. C'est à l'occasion de la publication de nos résultats semestriels début décembre que nous actualiserons ces objectifs pour tenir compte de l'apport de ces deux acquisitions. Et justement, en matière de croissance externe, nous maintenons notre politique d'acquisition ciblée, étant entendu que nous écartons pour l'instant de réaliser une nouvelle opération au Royaume-Uni. Dans cette géographie, nous préférons donner la priorité à la bonne intégration des deux acquisitions récentes. Nous donnons donc, en matière de croissance externe, la priorité maintenant aux États-Unis, sans nous interdire des opérations plus tactiques dans d'autres géographies.
Je vous remercie de votre attention. Laurent et moi-même sommes maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous avez maintenant la possibilité de poser vos questions. Pour cela, si vous êtes connecté sur votre ordinateur, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Lever la main », puis d'activer votre micro. Si vous êtes connecté par téléphone, vous pouvez composer étoile 6 sur votre clavier. Maxence Doury, allez-y. Oui, bonsoir à tous. Merci de prendre mes questions. J'en ai quelques-unes. Déjà pour rebondir sur la confirmation de l'objectif de marge et le fait que ça n'intègre pas encore les acquisitions OS2. En fait, savoir, même si je comprends bien que vous actualiserez vos objectifs au moment des résultats, en fait, est-ce que vous attendez à ce que l'impact soit plutôt dilutif ou relutif de ces acquisitions? J'avais en tête qu'elles étaient plutôt assez rentable, au moins au niveau du groupe. Après, on sait que les périodes d'intégration peuvent être parfois compliquées. Parce que c'est vrai que quand on regarde en fait la confirmation de l'objectif de 15, ce que vous devez délivrer au S2, c'est une marge quasiment équivalente en pourcentage à celle que vous aviez au S2 de l'an dernier, donc ce qui peut paraître challenging en ayant fait 12 OS1. Voilà, si vous pouvez commenter cela. Et une autre question, c'est en termes de secteur. Donc vous mentionnez le secteur public qui est plus difficile. Bon, on se doute que c'est aussi suite aux polémiques qu'on a depuis un moment déjà. Est-ce que de manière plus large, au-delà du court terme, ça pourrait vous amener à changer un peu de braquet? Je sais que c'est un secteur où vous aviez de grandes ambitions, où il y a certainement beaucoup de choses à faire, mais est-ce que ça s'annonce pas trop compliqué? Est-ce que vous souhaitez pas voilà, vous réorienter vers d'autres secteurs? Et enfin, dernier point, c'est sur les US. Est-ce que le scénario de rétablissement de la marge, donc avec une marge qui serait de nouveau normative au S2 et en année pleine l'an prochain, est-ce que c'est toujours un scénario qui vous paraît d'actualité? Merci. Peut-être répondre d'abord sur la marge. Donc sur la marge, en fait, on confirme effectivement l'objectif de rentabilité en fait de 15% hors PEN et Coeus, donc la guidance de début d'année. Par rapport à votre remarque sur la MOC réalisée au S1, en fait, elle est effectivement de 12%. Donc on n'est pas en avance, au contraire de l'année dernière, en fait, où finalement cette marge était de 14,6, donc on avait cette avance. Mais on est dans une saisonnalité de rentabilité assez classique pour Wavestone. Donc, d'où la confirmation de ce 15%. Sur la contribution de PEN et Coeus en fait, à cette marge, effectivement, c'est des acquisitions avec un bon niveau de rentabilité. Le démarrage en fait, des deux acquisitions se passe bien, voire très bien. Donc, à ce stade, on confirmera en fait, à l'annonce des résultats début décembre. En fait, on n'anticipe pas en fait, une dégradation de la marge de l'ensemble du cabinet en fait, du fait de ces intégrations. Très bien. En ce qui concerne le secteur public, qui est mon sujet favori du moment, enfin, ça fait déjà quelques mois que ça dure. Donc, déjà, effectivement, le ralentissement sur le secteur public, il est exclusivement dû finalement à la polémique, et, ce qu'il convient d'appeler le McKinsey Gate, mais qui tourne plutôt au consulting bashing plus généralement. Et donc, effectivement, je dirais, on considère qu'en tout cas l'impact est sensible. Il est sans doute plus durable que ce qu'on estimait initialement, parce que la polémique ne s'arrête pas, et par ailleurs, elle est entretenue par une proposition de loi d'une part, et d'autre part, une campagne de presse qui est assez active. Et donc, du coup, on pense que les effets risquent d'être un peu plus durables. Et donc, comme vous l'évoquez, cela est de nature, en tout cas, à nous rendre plus prudents sur ce secteur. Et donc, même si
nous n'avons pas arrêté de politique définitive à cet endroit. En tout cas, c'est une option que nous regardons. Je dirais la volonté d'être finalement un peu surexposé à ce secteur qui est quelque chose qu'on a assez bien réussi dans les dernières années. Hein. Ça a été un des succès des dernières années, cette volonté de se développer dans le secteur public peut-être a peut-être vocation à être remise en question au vu des difficultés qu'on risque de rencontrer dans ce secteur dans le climat actuel. En ce qui concerne les États-Unis, effectivement, comme on l'avait évoqué, on a pris un petit peu de retard sur le scénario de rétablissement de la marge, mais on est effectivement, on commence à matérialiser des effets sur cette amélioration de la situation. Je reste un petit peu prudent sur le second semestre, dans la mesure où le secteur du conseil aux États-Unis paraît finalement un petit peu plus chahuté qu'en Europe. C'est un secteur qui pâtit aux États-Unis, en particulier du fait qu'il y a pas mal de dépenses qui sont coupées par les grands acteurs de la tech, et ça se répercute sur l'ensemble du secteur. Donc, aujourd'hui, on est petit, on ne le ressent pas directement, mais je me méfie du fait que finalement on soit dans un contexte qui soit un peu plus adverse aux États-Unis, au S2. C'est peut-être de nature à freiner notre progression de la marge, mais pour autant, on est bien dans un scénario de rétablissement progressif de la marge sur cette géographie. Très clair, merci beaucoup. Je rappelle que pour poser des questions, si vous êtes connecté sur Teams, vous pouvez activer le bouton lever la main et ouvrir votre micro. Si vous êtes connecté par téléphone, vous pouvez composer étoile 6. Et du coup, j'ai l'impression que nous n'avons plus de questions. Ah, Maxence, vous avez une nouvelle question. Hop, je me permets de prendre la parole. Peut-être une précision, en fait, c'était connu, on s'attendait à, je dirais, la normalisation du taux d'activité par rapport au taux très élevé qu'il était l'an dernier. Est-ce que vous avez décomposé, en fait, dans cet atterrissage à ce taux qui doit être normatif pour vous de 75%, en fait, quel est l'impact du fait que vous avez fait beaucoup de recrutements sur septembre et du coup, il y a une baisse un peu saisonnière? Et l'impact, c'est vrai que dans votre plan, vous aviez annoncé que les consultants, notamment les juniors, passeraient plus de temps en formation et les seniors plus de temps en prospective, en communication. Voilà, est-ce que vous avez un peu décomposé les deux effets? Le deuxième effet est pour l'instant peu matériel. Il est peu matériel. À vrai dire, il y a un effet un peu court terme qui est apparu dans le courant du T2. C'est dans le cadre de la mise en œuvre d'impact. On a réorganisé un certain nombre d'équipes en particulier sur la France et en ce qui concerne des équipes de cybersécurité pour les rendre plus transverses internationalement. Donc, cette réorganisation des équipes s'est accompagnée de beaucoup d'ateliers de conduite du changement. Et par ailleurs, on a été amené à consacrer effectivement, mais c'est plutôt quelque chose qui a pesé sur le mois de septembre, un travail de lancement de nos initiatives en matière de formation et de thought leadership qui ont pesé là plus ponctuellement sur le mois de septembre. Donc, je dirais que l'impact finalement long terme lié à ce qu'on avait appelé la montée en valeur des prestations de Wavestone est pour l'instant plus insensible, moins d'un demi-point. L'impact par contre
je dirais, réagencement de nos équipes et donc accompagnement du lancement du nouveau modèle opérationnel de Wavestone a pesé de manière un peu plus forte. Je dirais sur le T2, c'est peut-être là plutôt entre 1 point ou un petit peu moins d'un point. Et si je peux me permettre un follow-up, est-ce que du coup, de manière ponctuelle, on pourrait espérer en fait, un rebond du taux d'activité, regagner 1 point peut-être sur le T3, le T4, avec la fin de ces phénomènes ponctuels, ou c'est pas ça que vous avez en prévision? C'est plutôt, on va se stabiliser aux alentours de 75 parce que le plan de recrutement est quand même assez intense, hein. Les arrivées sont assez intenses. On a renforcé nos programmes d'une part en termes d'intégration des jeunes arrivés. Donc l'intégration nous coûte un petit peu plus cher que par le passé. Et par ailleurs, compte tenu de la pression en matière de turnover, on est sur un rythme assez intense de dépenses et d'activités amenant à mieux engager nos collaborateurs. Donc, il faut plutôt s'attendre à une stabilisation aux alentours de 75 sur le S2. Mais comme le dit Laurent, en fait, la saisonnalité de cet exercice revient à une saisonnalité plus habituelle, plus historique des saisonnalités de Wavestone. C'est pour ça que ça nous rend confiants sur l'atteinte de l'objectif de marge, malgré ce taux d'activité qui sera au global significativement moins élevé, effectivement, sur l'ensemble des exercices, mais finalement avec un profil qui est différent sur l'ensemble de l'année, une très forte croissance sur le S2 qui va nous permettre de mieux amortir nos overheads. Très clair, merci beaucoup. Merci. Thibaut Messin, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour. Merci de prendre mes questions. J'en aurais 3. Est-ce que dans un premier temps, est-ce que vous êtes capable de quantifier en fait à combien de mois serait le carnet de commandes justement sans cet effet de hausse des effectifs? Ça serait ma première question. De 2, ce serait sur le turnover. On voit qu'il a stabilisé, on va dire, par rapport au mois de juin. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être un petit peu sur les mesures mises en place et est-ce qu'on peut s'attendre justement à ce qu'il ait, on va dire, atteint un point d'inflexion et qu'il se mette à baisser désormais? Et ma troisième question serait sur les acquisitions aux US. Si vous pouviez peut-être donner un petit peu plus de détails sur les valorisations, ce que vous cherchez un petit peu plus, et est-ce que un peu ce ralentissement justement qu'on voit des investissements des big tech peut s'avérer être une opportunité pour vous justement de racheter des sociétés qui sont un peu plus dans la panade, on va dire? Merci. Juste sur la première question sur le carnet de commandes, en fait, comme je l'indiquais, en fait, le rythme de prise de commande s'est bien maintenu pendant l'été et à la rentrée. On a quelque chose qui est... Donc, si on n'avait pas d'augmentation des effectifs, grosso modo, on aurait eu une baisse en fait du carnet de commande de 0,1 point. 0,1, pardon, pas 1 point, 0,1. Donc là, dans le 0,5 en fait, d'écart, on peut dire qu'il y en a 0,4 qui est lié à la progression des effectifs, 0,1 qui est lié à une petite baisse du volume de jours dans le carnet de commande. Donc, plutôt quelque chose en fait, d'assez stable. Oui, en ce qui concerne le turnover, en fait, on a mis maintenant depuis plus d'1 an un plan d'action en place qui est assez intense. Je dirais les éléments sur lesquels on travaille, c'est des volets orientés vers l'exécution, la bonne exécution de notre politique RH, et donc en particulier le suivi individualisé de chaque collaborateur, qui amène également à particulièrement soigner la qualité du staffing des collaborateurs qui sont dans des périodes un peu critiques dans lesquelles ils peuvent commencer à penser à changer de société. C'est le bon moment pour les affecter à des missions sur lesquelles ils apprennent des choses nouvelles, ils prennent
des responsabilités et plus globalement, l'équipe RH veille à la qualité des échanges et à la régularité des échanges de chaque collaborateur avec son management. Ça, c'est un volet, donc exécution de la politique RH. Il y a un volet qui est un peu plus global. On a beaucoup travaillé sur les sujets équilibre de vie, flexibilité et par ailleurs qualité de l'expérience de travail au sein de Wavestone à travers un programme qu'on a appelé Smart Working at Wavestone, qui tire parti bien sûr des nouveaux modes de travail hybrides, la possibilité de travailler de manière délocalisée par rapport au site de Wavestone. Et puis le dernier volet, c'est le fait de beaucoup travailler à l'engagement des collaborateurs dans leur équipe, dans le projet d'entreprise, à travers des actions d'animation interne, des événements, des travaux en commun permettant de favoriser le lien au sein des équipes. Je vous indiquais par exemple qu'au moment où on a fait notre changement de modèle opérationnel, on a particulièrement soigné le fait que ce changement il soit très largement discuté avec les équipes, d'abord qu'il ait complètement du sens vis-à-vis de l'ensemble des équipes, mais par ailleurs qu'on prenne bien en compte toutes les attentes et qu'on fasse parfois des menus à la carte dans le cadre, pour certaines personnes, dans le cadre de cette évolution du modèle opérationnel. Très certainement, ces actions produisent de l'effet. L'année dernière, quand on avait fait l'enquête Great Place to Work, on a été classé numéro 1 dans les entreprises de notre catégorie en matière de qualité de vie au travail, engagement des collaborateurs. Donc, ça doit concourir à stabiliser effectivement le turnover. On est pour autant confronté à des éléments plus structurels qui sont vraiment une montée globale du nombre de démissions dans l'ensemble des entreprises et particulièrement dans le secteur du conseil. Donc, je dirais que je serais quand même très prudent dans notre capacité à faire baisser rapidement le turnover au sein de nos équipes. Je pense que ce qui pourra permettre de faire baisser le turnover au sein de nos équipes, ce que je vais dire n'est pas très positif, c'est qu'il va falloir que la tension sur les ressources globalement sur le marché baisse un petit peu. Parce que là, finalement, on a ces tendances structurelles que j'évoque qui se combinent à un effet de rareté des compétences sur le marché lié au très fort rebond d'activité qu'il y a eu post-Covid. Et donc, la combinaison des deux fait que c'est vraiment difficile à gérer, mais je dirais qu'on reste braqué sur le fait de se dire on doit être capable de revenir significativement en dessous. Je pense avec la qualité du travail qu'on fait sur le plan RH, j'espère qu'on est capable de revenir proche des 15% à terme, mais m'étant trompé plusieurs fois sur la durée du phénomène, je vais rester assez prudent. En ce qui concerne les acquisitions aux États-Unis, donc tout d'abord, on est sur plutôt quand même des build-up ciblés, plutôt des sociétés de petite taille, entre 5 à 20, 30 millions de dollars de chiffre d'affaires, plus probablement dans le bas de cette fourchette. Quand je regarde les cibles que nous avons dans le pipe, les valorisations, pour l'instant, restent élevées. L'intégration, finalement, à la fois de la baisse des cours de bourse et de la baisse de la demande du marché ne se ressent pas encore dans la compétition qui a lieu sur les dossiers, parce que les fonds de private equity, en particulier, restent très actifs. Et par ailleurs, il y a deux types de concurrents sur les acquisitions que sont Accenture d'une part, les Big Four d'autre part, qui restent très acquisitifs. Je ne sais pas si vous avez lu ce qui se dit récemment là, sur les Big Four, mais les Big Four, plus que jamais, mettent l'accent sur le développement de leurs activités de consulting, et ça passe par des programmes d'acquisition qui sont assez actifs, avec des capacités à consentir des valorisations qui sont vraiment très élevées. Donc, on évolue dans ce marché qui,
pour l'instant, ne donne pas de signe de repli des valorisations. Donc, il faut s'attendre à voir des valorisations earn-out compris qui peuvent aller de 1,5 fois à 2 fois le chiffre d'affaires pour des sociétés qui sont en bonne santé. Merci. Nicolas Torres, je vous laisse ouvrir votre micro. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les trois. J'avais 3 petites questions. La première, est-ce que vous pouvez nous donner le chiffre de recrutement brut sur le T2 et peut-être nous rappeler celui du T1 parce qu'on a le nombre d'effectifs, mais si on retraite un peu des acquisitions, enfin, c'est assez compliqué à réconcilier. Et savoir si vous êtes en ligne avec les 1000 de recrutement brut sur l'exercice. Ma deuxième question, c'est sur les effets, sur les prix. Sur le TJ, est-ce qu'on peut avoir l'effet Forex et peut-être aussi les effets des acquisitions? Je sais que ça joue un petit peu et vous ne le redonnez pas, donc si on peut l'avoir, ce serait intéressant. Et ma troisième question, c'est sur l'atterrissage de DebtNet. C'est assez précis. Est-ce qu'on peut juste avoir une idée du comportement du BFR, de l'évolution? Est-ce que voilà, il y a des effets exceptionnels à prendre en compte, notamment sur le DSO, maintenant que le cash est rémunéré ou pas? Merci. Donc, ce sont des questions là qui sont extrêmement pointues. Donc, sur la dernière, je vais laisser la main à Laurent. En ce qui concerne les recrutements bruts, à vrai dire, je suis désolé, je n'ai pas la donnée sous la main, mais par contre, vu que vous parlez de l'effet des acquisitions, ce que je peux vous dire, c'est que dans l'évolution de l'effectif entre le 31 mars et le 30 septembre, l'apport de Nomadeis plus Penn Partnership compte pour 80. On n'a pas intégré dans l'effectif au 30 septembre l'effectif de Coeus Consulting. On a intégré donc dans la trésorerie le prix d'acquisition parce qu'il a été décaissé, mais vu qu'on consolidait simplement à partir du 1er octobre, on n'a pas considéré l'effectif de Coeus dans l'effectif au 30 septembre. On considère donc qu'il arrive finalement dans l'effectif du cabinet au 1er octobre. Donc, désolé, je n'ai pas les chiffres de recrutement brut, mais donc je donne. Non, mais c'est très bien, merci. Cette décomposition entre recrutement net hors acquisition et avec acquisition, sachant que globalement, sur le recrutement brut, on vit sur l'ensemble de l'année un peu plus de 1000 arrivées. On est parfaitement en ligne sur cet objectif. Vraiment, la difficulté qu'on ressent en matière de ressources humaines, c'est assez curieux. On la ressent surtout sur le turnover et beaucoup moins sur le recrutement. Ce qui est sans doute le reflet du fait que les métiers du conseil restent très attractifs, en particulier pour les jeunes diplômés, puisqu'on recrute beaucoup de jeunes diplômés, mais la volonté de voir des choses très différentes au cours de la carrière, par contre, est beaucoup plus forte que par le passé. Sur Ok, merci. la deuxième question, je l'ai perdue, ça y est. C'est sur le TJ, s'il y a des impacts Forex ou d'acquisition justement à prendre en compte. Oui, l'impact Forex est de l'ordre de 1%, de 1 point. Donc, hors impact hors effet de change, donc on est à 872 €. Et hors Penn et Coeus, Coeus n'étant par construction pas intégré, hors Penn Partnership, on est à 866. Donc l'impact de Penn vend à des prix, c'est une équipe assez senior, mais qui vend à des prix très élevés. Donc Penn, qui a pesé uniquement sur 2 mois, a apporté 6 €. Ok, c'est très clair. C'est très clair. Il y a également des prix de vente plus élevés, mais là vraiment l'équipe est plus petite et quand même l'écart de prix est nettement moins important. Donc je ne sais pas l'isoler, mais il est vraiment le deuxième. Donc sur le périmètre comparable, on va dire hors Penn, il y a toujours un effet embarqué sur les prix, mais il n'y a pas d'accélération notable sur le TJ. En fait, ouais. On progresse de trimestre en trimestre. Et là, sur l'ensemble du premier semestre, on est à 1,4% de progression. Là où on disait qu'on devrait se situer entre 1 et 2% sur l'ensemble de l'exercice. Et donc, on confirme le fait que compte tenu de ce qu'on voit aujourd'hui, et on regarde également
les prix de vente au moment de la prise de commande, la tendance se poursuit. Donc, on devrait effectivement atterrir dans le haut de la fourchette du TJ hors PEN et COUS. PEN et COUS vont très fortement booster le prix de vente, mais ils vont également booster à peu près dans les mêmes proportions le salaire moyen annuel. Hein. Donc, je dirais que hors COUS, on devrait être dans le haut de la fourchette sur les prix de vente. Peut-être, malgré les ajustements salariaux qu'on a fait, peut-être finalement un petit peu moins haut que ce qu'on attendait sur l'évolution du salaire moyen, plutôt dans la fourchette de 1 à 2%. Ok, mais le 12% de marge qui est attendu au S1, il est basé sur une stabilité de la marge brute. Il n'y a pas de dégradation. Il est... Ça se joue juste sur les OPEX, mais la marge brute est plutôt stable. La marge brute est plutôt stable, oui. Ok. Effectivement, on a perdu en taux d'utilisation, mais ça a été compensé. Alors, à la virgule près, je ne sais pas vous le dire, mais ça a été compensé par une appréciation du ratio prix de vente sur salaire, puisque les salaires, on va voir l'essentiel de la progression des salaires sur le S2. Ok, c'est très clair, Pascal, merci. Donc, pour répondre sur la troisième question, qui est celle de l'atterrissage de la dette nette, en fait, comme vous l'avez vu, en fait, on est passé de 60,8 en trésorerie nette à une dette nette à 16 environ, en fait, donc à confirmer en fait depuis décembre. Mais ce qui correspond, en fait, il y a 2 points en fait finalement derrière ça. Il y a l'exécution de notre programme d'acquisition qui s'est traduite par des flux d'investissement à hauteur d'à peu près 50 millions d'euros. Et le deuxième effet, c'est un effet habituel en fait. Comme le disait Pascal, on est en train de revenir à une séquence en fait semestrielle en fait classique chez Wavestone, donc une consommation de cash habituelle sur le premier semestre, néanmoins accentuée ou renforcée cette année par effectivement un allongement des délais de recouvrement, dégradation du DSO, donc sur lequel on est en train de regarder de plus près. On constate en fait un allongement des délais de paiement. Donc ça, c'est un point en fait finalement qu'on va être amené à suivre en fait plus particulièrement sur le second semestre. Ok, merci Laurent. Merci beaucoup. Merci. S'il n'y a plus de questions, Pascal, je te propose de conclure. Très bien, écoutez, à nouveau, merci de votre présence à cette vidéoconférence de présentation de notre chiffre d'affaires semestriel. Et puis, donc, je vous donne rendez-vous le 5 décembre au soir pour la publication de nos résultats semestriels complets, incluant la mise à jour donc, de notre guidance fin d'exercice pour intégrer PEN et COUS, et le 6 décembre à 8h30, je crois. Et nous nous retrouverons pour la réunion traditionnelle de présentation de ces résultats en mode hybride. Hybride, tout à fait. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonsoir.